Ok, je lance Azerty. Internet? Ah bah je sais pas ce que ça veut dire. C'est comme un énorme Minitel. Internet, c'est le nettoyage. Notre Zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet. Aujourd'hui, le jeu vidéo n'est clairement plus une pratique minoritaire. L'industrie vidéoludique, à elle seule, représente plus que celle du cinéma et de la musique réunis. Pour être plus précis, d'après l'annuel rapport d'analyse des pratiques numériques de We Are Social, en 2023, près de 81% des Français âgés de 16 à 64 ans sont aussi des joueurs. Mais attention, quand on parle de jeux vidéo ici, on parle de tout type de jeux, allant de GTA à Pokémon, en passant par Candy Crush et comptant aussi, évidemment, les jeux indépendants. Jeux indépendants, en voilà un terme particulier tant il suggère de nombreuses réalités. Si vous êtes un peu joueur, vous avez probablement déjà mis les mains sur l'un de ces jeux sans même vous en rendre compte. En effet, de nombreux titres à succès sont issus de ce milieu. On peut citer comme exemple Undertale, Hades ou encore Stardew Valley. Aujourd'hui, dans Azerty, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire jeu vidéo indépendant. On va s'intéresser aux structures derrière ces jeux, comment elles s'organisent. D'ailleurs, fonctionnent-elles toutes pareilles? Pour creuser le sujet, avec Guglielmo, on a rencontré François Delataste, cofondateur et directeur technique du studio Wildwits Game. Si vous avez écouté Azerty de la saison dernière et aussi notre reportage sur le festival Stamfest, vous savez déjà que l'expert en jeux vidéo de la rédaction, c'est Alex. Alors pour moi, il faut d'abord donner quelques définitions. Qu'est-ce que ça veut dire exactement qu'un jeu vidéo est indépendant? Indépendant de quoi? De grandes entreprises? On s'est rendu compte que beaucoup de gens mettaient beaucoup de définitions différentes derrière ce mot et que ça pouvait recouvrer énormément de réalités différentes. Il y a quand même un élément, je pense, qui est commun à toutes ces définitions et à toutes ces personnes qui utilisent ce terme de jeu vidéo indépendant, c'est la liberté de pouvoir prendre des risques. Je pense que ça, c'est en effet le point commun entre toutes ces définitions. Et d'un point de vue concret, en fait, la raison pour laquelle j'ai dit que en fait, il y a plein de définitions de ce que ça veut dire qu'un studio indé, c'est parce qu'il y en a qui vont penser que c'est si t'es tout seul. Il y en a qui pensent que indé, c'est réservé aux solo, ce qu'on appelle les solo devs, donc les gens qui sont tout seuls. Il y a des gens qui pensent que indé, c'est tant que t'as pas d'éditeur. Donc, tu n'as pas signé de contrat d'édition avec une entreprise qui va s'occuper de ton marketing, tes tests, ta traduction, ta distribution, etc. Il y a des gens qui pensent que indé, c'est quand tu n'as pas d'investisseurs, donc tu n'as pas des gens qui sont rentrés au capital de ton entreprise, qui ont mis de l'argent sur ton entreprise et qui essaieront de les revendre plus tard à d'autres personnes ou de toucher des dividendes. Voilà, parce que c'est deux mécaniques différentes, investisseurs, éditeurs. Il y a des gens qui pensent que c'est juste une histoire de taille, donc c'est quelque part entre 1 et... je sais pas, 15, 20. Il y a des gens qui pensent que ça correspond à un style de jeu, en fait, que ça dépend juste du produit que tu fabriques. Si c'est un truc un peu original, boum, on peut considérer que c'est indépendant. Chez nous aussi, on sait pas exactement, on n'a pas de définition précise. En tout cas, on le colle pas à un critère précis, puisque de toute façon, personne n'a de définition commune de ce terme. Donc, nous, pour Etheris, par exemple, on n'a pas d'éditeur, sauf... pour la Chine. Pour la Chine, on a signé un contrat d'édition parce qu'évidemment, la Chine, c'est un marché complètement inconnu pour nous. Il faut le faire traduire. Il y a des codes de marketing très spécifiques. Nous, on n'y connaît absolument rien. C'est un marché très spécifique. Ils ont un Steam spécial à cause des histoires de censure et compagnie. Donc, c'est très, très particulier d'aller en Chine. Donc, pour la partie chinoise, on a signé un contrat d'édition. Donc, on est en auto-édition sur le reste du monde, on va dire. Donc, ça veut dire qu'on fait la conception, le développement, le marketing, la traduction en anglais. On l'a fait faire par un prestataire qu'on a payé nous-mêmes. Les tests, on les fait nous-mêmes. On a payé une entreprise pour faire un petit peu de test à la fin, s'assurer que tout était bien. Mais voilà, c'est notre budget, c'est nous qui sommes aux commandes. Pour conclure, je pense qu'en effet, cette dimension de pouvoir prendre des risques et de devoir les assumer soi-même, je pense que ça, c'est la marque de fabrique des jeux qui se revendiquent indépendants. Wildwits Game, c'est un studio de jeux indépendants rennais, avec à leur actif 2 jeux. Aetheris, sorti en novembre dernier, et Crown Gambit, qui devrait sortir en 2025.
L'histoire du studio commence avec l'idée d'Aetheris. Dans ce jeu, on incarne un groupe d'aventuriers hommes-lézards appelés les Vazars. Confrontés à un cataclysme menaçant leur village, ils entreprennent une mission d'éclaireur pour trouver la lumière blanche, censée leur assurer le salut selon la prophétie. Le jeu est avant tout un RPG tactique marqué par une direction artistique unique et une difficulté bien présente. Ces choix sont plutôt différents de ce que l'on peut trouver dans l'offre vidéoludique mainstream, alors on a demandé à François si le monde du jeu indépendant était le seul moyen pour lui et son associé de matérialiser leurs idées. C'était le début du Covid, donc c'était vraiment le choc, on était dans la période de choc, je pense que vous vous rappelez bien de cette époque. Et donc Corto, mon associé que j'avais rencontré dans une start-up auparavant à Rennes, avec qui j'étais resté en contact, on jouait souvent ensemble à des jeux vidéo, à des jeux de plateau, etc. Et il m'a dit, écoute François, j'ai une idée. Enfin, j'ai plein d'idées, mais là j'en ai une en particulier pour un jeu vidéo, et je pense qu'on est capable de le faire, je pense qu'on peut trouver les gens pour le faire, et j'ai envie qu'on le fasse. Et moi j'ai dit ok. C'était le Covid, hein, donc bien sûr, tout était possible. Toutes les cartes étaient rebattues. Et donc très vite, on s'est entouré d'une équipe de 5-6. Et en fait, c'est venu après le besoin de se dire il faut qu'on crée une structure, il faut qu'on crée... En fait, ce qu'on veut, c'est faire un jeu, mais ce qu'on veut, c'est surtout créer un studio. Donc créer un jeu d'abord, mais plus tard, en créer d'autres. Et en fait, le label indépendant, en effet, c'est le label un peu automatique qu'on s'est mis de cette démarche qui était fondamentalement indépendante. Tu vois, personne n'est venu nous proposer un truc, personne nous a dit « Est-ce que vous prendriez 200 000 € pour développer ce truc-là » Non, c'est notre idée qu'on est allé matérialiser, financer nous-mêmes. Ok, c'est intéressant. Personnellement, je suis toujours intéressé par les histoires sur la façon dont les gens s'organisent autour du numérique pour créer quelque chose. C'est pas un hasard si dans l'épisode précédent sur Wikipédia avec Nicolas Vigneron, nous avons vu une dynamique différente de celle de WizGame. La structure et les parcours humains influencent les résultats finaux. Mais dans les cas de jeux vidéo, en fin de compte, en quoi l'existence d'un écosystème indé m'affecte-t-elle en tant que moins simple joueur? Je me demande si ce n'est pas, un peu comme dans d'autres domaines tels que le cinéma, une question de pouvoir prendre plus de risques et donc plus de créativité. Ce qui ouvre ensuite de nouvelles portes, également dans l'univers mainstream. Plus on regarde un petit peu les jeux qui sortent et plus on se rend compte que c'est un peu vrai, quoi. C'est-à-dire les jeux vidéo indés, ils prennent des risques, ils essaient les nouvelles choses, ils réveillent un peu le marché, quoi. Il y a un peu un risque de se dire on a déjà tout fait, on a déjà tout vu, il y a tellement de jeux. Enfin, il y en a combien de jeux qui sortent chaque jour? C'est une trentaine, une quarantaine de jeux qui sortent par jour. Donc c'est impossible d'avoir une nouvelle idée, en fait. Ça a forcément déjà été fait. Et oui, bien sûr, il y a plein de trucs qui ont déjà été faits. Et la plupart des jeux ne réinventent pas la roue de A à Z. Et on s'inspire énormément des jeux auxquels on a joué, qui nous ont marqués. Et le jeu vidéo indépendant, il vient là-dedans et il dit, moi je vais prendre des risques. Moi je vais vous montrer aussi... je pense qu'il a aussi une dimension, alors c'est peut-être pas directement pour les joueurs, mais un petit peu, comme une lueur d'espérance sur le fait qu'il n'y a pas besoin toujours d'avoir 50 millions de budget de développement pour faire un bon jeu. Tous les solo dev, les Undertale, les Stardew Valley, les jeux qui ont été faits avec les moyens du bord peuvent être des dingueries. Among Us, on parlait du Covid tout à l'heure, Among Us, avant le Covid, c'était un jeu inconnu, fait par 2 ou 3 mecs, vraiment avec les moyens du bord, c'était buggé de partout, enfin c'était... Et pourtant, ça... C'est un jeu super marrant, quoi. Et tout le monde y a joué pendant le Covid et on s'est vraiment bien marré à jouer à Among Us pendant le Covid. Donc les jeux vidéo indés, pour moi, ils sont là pour titiller, réveiller et proposer quelque chose proposer des choses uniques, nouvelles, qui réveillent. Là où l'industrie des jeux à plus grand budget semble quand même aujourd'hui être dans l'absence totale de prise de risque. On réemploie les bonnes sauces, ce qui fonctionne, etc. Remaster, du numéro 2, etc. Bon, c'est chouette, c'est beau, il y a des très bons jeux. Enfin, pour moi, le budget n'a rien à voir avec la qualité d'un jeu, mais il y a des jeux à 50 millions qui sont fabuleux, il y a des jeux à quelques dizaines de milliers d'euros qui sont extraordinaires. Quand on écoute François, Gou et moi, on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle avec les startups. Vous savez, ces entreprises au fort potentiel économique qui se veulent porte-étendard de l'innovation.
En partant de ce principe, est-il possible que les studios indépendants suivent la même logique que de nombreuses startups, à savoir grossir pour être rachetés? Quand on y pense, certains géants de la tech, comme Microsoft et son Game Pass, sont déjà à l'écoute de ce qui se fait dans le monde du jeu indépendant. Il y a des boîtes qui ont 20 ans qui utilisent le terme indé parce que d'un point de vue marketing, ça leur convient, quoi. Et parce qu'elles sont indépendantes, et parce qu'en fait personne les possède, et parce qu'elles font ce qu'elles veulent. Est-ce que l'Ariane Studio, c'est un studio indé? Donc l'Ariane Studio, ils sont plusieurs centaines, ils ont fait Baldur's Gate 3, un jeu qui est en train de cartonner. Est-ce que c'est un studio indé, quoi? Ils font ce qu'ils veulent, hein, ils font ce qui leur plaît. Est-ce que Valve, c'est pas un studio indé? Donc Valve, c'est Steam. Valve, ils n'ont pas de hiérarchie. Et dans le guide de l'employé Valve, il est écrit: quand vous arrivez le matin, vous travaillez sur 2 points, ce que vous voulez. Il n'y a pas plus indépendant que ça, en fait. Et Valve, ils ont fait Half-Life, ils ont fait Portal, ils ont fait Steam. Et voilà, et Steam, c'est 3 personnes dans un coin et qui ont fait il nous faudrait un site web pour vendre nos jeux vidéo. Et le patron, il a fait le patron, il a même pas dit excellente idée, faites ça et travaillez dessus. Il a dit à toute l'entreprise, il a dit allez voir les 3 là-bas au fond, ils font un truc qui me semble intéressant. Et ça, c'est devenu Steam. Voilà, il y a un peu un socle fondamental qui est, on va dire, chez les indés, on a utilisé cette définition qui était avoir la possibilité de prendre des risques. Dans les startups, il y a le côté, on va dire, ça bouge. Voilà, ça bouge, ça croît, ça décroît, ça pivote, etc. Il y a le côté, c'est pas établi, quoi. Est-ce que par prolongement de la métaphore, est-ce que les studios AAA sont les Microsoft des startups? Oui, comme tu l'as dit, il y a des studios indés dont l'objectif est de se faire racheter. Moi, je connais, alors là, pour le coup, je peux citer des personnes qui créent des studios dans l'objectif de les vendre. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, vendre son studio, c'est pas vendre un paquet de farine. Vendre son studio, c'est juste en fait se faire racheter par quelqu'un d'autre pour se libérer aussi de la partie management. En fait, si ton délire, c'est la créativité et pas la direction d'entreprise, bah, est-ce que c'est aberrant de vouloir se faire racheter? Moi, je juge personne. Hein. Cette perspective entreprise me fait penser que les jeux vidéo, comme tout autre produit, sont le résultat des conditions matérielles de production. En d'autres termes, le résultat final auquel nous jouons est la conséquence directe du travail humain et donc des conditions imposées à ces humains. Si l'on considère l'industrie du jeu vidéo à travers ces prismes, c'est pas exactement la meilleure industrie du monde. Ces dernières années, plusieurs scandales ont éclaté à propos de l'environnement de travail toxique dans les milieux. Ubisoft, Blizzard, mais aussi des entreprises plus petites et françaises comme Quantic Dream. Il a été question d'environnement extrêmement hostile aux minorités de genre, d'harcèlement sexuel et sexiste, mais aussi d'un phénomène appelé crunch. C'est-à-dire une période de travail super intense, avant la sortie du jeu vidéo, de pression de la part de la direction, qui fait que les développeurs et développeuses rentrent à peine chez eux et elles pendant des semaines et travaillent même de 15 à 20 heures par jour. Il est évident pour moi que ces conditions de travail ont un impact sur l'expérience que nous avons ensuite devant l'écran. C'est pour lutter contre cette vision de l'industrie qu'il est important de soutenir et de rejoindre les syndicats émergents du secteur, comme les syndicats des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, STGV. C'est donc tout naturellement que je me suis demandé pendant l'entretien en quoi il est différent pour un travailleur-travailleuse de se diriger vers l'industrie indé plutôt que vers la grande industrie, également connue sous le nom de AAA. Je pense qu'il faut briser un peu le mythe de les petites structures, ça se passe bien, c'est familial, c'est cool, etc. Et les grosses structures, c'est l'enfer, c'est le crunch, etc. Je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul sur ce cliché-là. C'est pas dans les plus grosses crèmeries que les vaches sont les moins bien traitées, quoi. Dans l'équipe, personne n'a travaillé dans le jeu vidéo avant. En revanche, moi j'ai travaillé dans d'autres industries, j'ai travaillé dans d'autres tailles d'entreprises, des petites, des grandes. Très honnêtement, ça tient surtout aux personnes qui sont là, ça tient au management, donc c'est-à-dire aux personnes qui sont en place et qui ont le pouvoir de décider et de corriger le tir quand il y a des mauvaises choses qui se passent au niveau des conditions de travail, que ça soit... C'est très large, les conditions de travail, c'est beaucoup l'ambiance, c'est-à-dire est-ce que le matin je viens, j'ai envie de venir travailler, ou est-ce que le matin je viens, j'ai la boule au ventre, je vais encore me faire humilier, je vais encore me faire défoncer, j'ai du stress, etc.
Ça passe aussi par les conditions matérielles. Est-ce que je peux travailler dans des bonnes conditions? Est-ce que j'ai la place? Moi, je fais de la musique. Est-ce que j'ai la place pour mettre tous mes trucs, quoi? J'ai besoin de place. Est-ce que j'ai les bons équipements? Est-ce que j'ai des trucs qui fonctionnent? Enfin, moi, j'ai connu des entreprises où t'avais même pas le matériel pour travailler, quoi. C'était l'enfer. Il fallait 6 mois pour obtenir une demande de matériel, etc. Pourquoi est-ce que un développeur voudrait travailler dans un studio indé plutôt qu'un studio de plus grande facture ou de plus industriel? C'est vraiment une question de qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu es capable de faire. Dans les grands studios, on cherche plutôt des gens spécialisés, donc des gens qui vont être capables d'être très forts sur un point précis, parce que dans l'équipe, il y aura des dizaines, voire peut-être même des centaines de personnes qui travailleront ensemble, donc c'est important que chacun maîtrise parfaitement la verticale, donc le métier pour lequel il a été embauché. Dans les plus petites équipes, on a besoin de personnes qui sont un peu plus multitâches. On ne cherche pas des experts, on cherche plutôt des gens qui vont être un peu ouverts et qui vont être capables de faire plusieurs choses en même temps. Typiquement, j'ai mentionné donc Nicolas, notre compositeur. Aujourd'hui, Nicolas, il est à 100% sur la musique. Il fait de la composition et il fait des effets sonores, mais il fait que de la musique. Quand il est rentré dans l'équipe, au tout début, son temps était partagé entre 50% du programming et 50% du son. Parce qu'il avait cette casquette programmeur. Avant, il était programmeur de métier, c'était son travail. Et nous, quand on l'a embauché, on lui a dit « on te prend parce que tu as cette double casquette ». Et que nous, justement, au début, on n'est pas beaucoup, il va falloir qu'on se partage un peu le travail. Donc, quelqu'un qui est un peu touche-à-tout, qui a envie d'explorer des choses sur plusieurs métiers du jeu vidéo, sera, je pense, plus heureux dans un studio de petite taille, qu'on pourrait qualifier d'indépendant. Quelqu'un qui a déjà peut-être une formation dans un métier, soit du jeu vidéo, soit d'un métier utilisé dans le jeu vidéo. C'est-à-dire, si vous êtes fort en programmation C#, mais que vous n'avez jamais fait de jeu vidéo, vous pouvez postuler à des postes de programmation de jeux vidéo. Parce que le code, c'est le code, quoi. Donc si vous, ce qui vous intéresse, c'est l'expertise, c'est d'aller chercher des trucs hyper pointus, on n'arrête pas de voir des trucs extraordinaires sur le rendering, les Unreal 5, les systèmes d'IA, les systèmes de son immersif. Enfin, vraiment, il y a des technologies extrêmement pointues, extrêmement alléchantes, et qui nécessitent des compétences pointues. Et donc, si vous aimez ça, ces technologies-là ne sont utilisées que dans des grands studios, ou bien des studios qui en utilisent peut-être quelques-unes, ou qui ont une expertise sur ce truc-là en particulier. Je pense qu'il faut sauter, en effet, il faut sauter cette image de indé égale cool. Il y a des studios indés qui sont pas cool, qui ont des conditions de travail qui sont pas toujours hyper reposantes. Il y a des studios de plus grande taille qui sont sous le feu des projecteurs médiatiques et qui du coup sont par construction hyper obligés de faire ultra gaffe à leurs heures sup, au crunch, etc. Et du coup, en résulte une ambiance de travail tout à fait correcte. Le fait que ce ne soit pas forcément la taille de l'entreprise qui détermine les conditions de travail est très important. Je pense vraiment que c'est un faux mythe à dépasser. En effet, lorsque un scandale éclate chez Blizzard, l'un des géants du secteur, il se retrouve dans les journaux et nous entendons parler plus facilement. Mais il ne faut pas se faire d'illusions sur le fait que les mêmes dynamiques n'existent pas dans des petites entreprises. Mais il reste des différences entre le monde AAA et indé. Quand la structure est petite, on se connaît bien et on risque de se heurter à des problèmes comme l'auto-exploitation. Travailler trop, justement parce que les liens est affectifs. Alors comment gérer la relation entre patron et travailleurs et travailleuses quand ils ont un contact quotidien ? Moi, je pense qu'à la base, toutes les personnes qui se lancent n'ont pas des intentions malsaines ou mauvaises à la base. Je pense qu'on vient tous avec des bonnes intentions et qu'en effet, on devient le méchant de l'histoire. Et donc, du coup, en fait, une fois qu'on a posé la question en ces termes-là, avec cette hypothèse fondamentale que, à la base, il n'y a personne qui est fondamentalement mauvais ou méchant, la question, c'est comment on le devient, en fait. Et pourquoi on le devient et comment, dans quelles conditions, quel est l'enchaînement, en fait, de choses quand on est patron. C'est un effort, du coup, de vigilance un petit peu rétrospective. C'est-à-dire, si on ne fait pas attention et si on laisse les choses se dérouler un peu normalement, il est très probable que les conditions de travail se dégradent et qu'on devienne des connards. Et nous, on l'a vraiment remarqué
Et c'est vrai que c'est une réalité, quand on le remarque, quand on réussit à faire à prendre un peu de recul sur ce qu'on est en train de faire et à réaliser que il y a 6 mois ou il y a 1 an, il y a 1 an et demi, cette phrase, je l'aurais probablement jamais prononcée, ou j'aurais eu l'impression que les personnes prononçant ce genre de phrase étaient des énormes connards. Et en fait, ça nécessite une forme de prise de recul sur ce qui est en train de se passer et qui doit être faite de façon régulière. Et il faut aussi écouter. En fait, il y a une dimension d'écoute. Il faut écouter ce que les gens disent. Il faut écouter ce que les salariés disent. Il faut écouter les gens qui disent en fait, là, ça va pas, je me sens pas bien. Et il faut avoir réussi à mettre en place un climat qui permette aux gens de s'exprimer. Parce qu'en fait, si le climat, à la base, ne permet pas aux gens de s'exprimer, on peut avoir toute l'écoute qu'on veut. Mais en fait, on est aveugle et sourd. Parce qu'on ne peut pas entendre si personne parle. Donc si tout le monde se la ferme parce qu'ils ont trop peur d'ouvrir leur gueule, et en fait on ne peut pas entendre en fait ces signaux de il y a un truc qui va pas. Là, la façon dont tu as présenté ce truc-là, en fait c'était horrible et on l'a trop mal vécu. Et d'autre part, d'avoir en fait une espèce de grille de lecture un peu absolue entre guillemets, au sens où justement on puisse vraiment la rebalayer de façon systématique en disant voilà l'idéal qu'on aimerait avoir. Voilà notre vision de ce que devraient être les relations, l'ambiance de travail au quotidien. Et donc, utiliser cette grille un petit peu de référence, comme une référence pour se rendre compte de où est-ce qu'on en est réellement. Et donc, c'est pour ça que nous, chez Wildwiz, par exemple, chaque année, on fait une révision collective de la charte de travail. Donc, ça peut sembler un peu enfantin d'avoir une charte tous ensemble, ça peut sembler un peu ridicule, mais En fait, moi je m'en fous. En fait, si c'est ridicule, nous, ça nous sert énormément. Corto et moi, c'est un outil qu'on utilise pour se rendre compte de est-ce que là, on est trop loin de là où on devrait être. C'est intéressant d'entendre François nous raconter comment il interroge sa place de patron d'un studio de jeux vidéo. S'il nous raconte le côté managérial de son statut, j'avoue que sa place dans le processus créatif m'intéresse aussi beaucoup. Par exemple, pour Aetheris, le fait que le jeu soit né de l'idée de lui et son associé, laisse-t-il une place aux idées de leurs salariés ? D'ailleurs, ont-ils un rôle à jouer ? Naturellement, je me dis que l'aspect créatif et tout ce qui est histoire, mécanique de jeu ou autre est peut-être un peu plus souple dans un petit studio indépendant. Dans une petite équipe, on est... Si on grossit un peu le trait, on est tous autour de la table. Donc, désobéir à une personne qui est juste en face de toi, c'est plus compliqué que de désobéir à un N+3 qui est passé par un intermédiaire, qui est peut-être même pas sur le même fuseau horaire que toi, et qui en fait ne réalisera que tu lui as désobéi que 6 mois plus tard, parce que le temps que ça passe par toutes les autres étapes de la prod, etc. etc. Donc, non, je pense qu'au contraire, dans les petites équipes, c'est plus dur de dire non et de désobéir. Il peut y avoir l'affect aussi, c'est votre truc à l'origine. Et en plus, oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous, c'est-à-dire qu'on est entre guillemets, on est physiquement présent quand on va dire non ou quand on va dire il faut aller dans cette direction. C'est pas pareil que de recevoir un petit mail, un mémo ou un brief, etc. Tout à fait. Donc non, en effet, je pense qu'on a une responsabilité qui est beaucoup plus forte dans la façon dont on pose nos interdictions et nos directions. Et ça, on s'en est rendu compte progressivement avec Corto. Et du coup, aujourd'hui, on fait vraiment très attention quand on prend la parole sur comme les sujets dont tu parles, c'est-à-dire changer une direction créative, interdire quelque chose et dire non, on ne fera pas tel type de truc. Donc, mon quotidien, c'est de dire attends, en fait, ce que tu proposes, ça veut dire qu'il va falloir faire ça, rajouter ça, tester ça, le traduire, le machin, le truc, le doubler, le dessiner, l'animer, le truc. Donc, en fait, quand tu dis juste ça, en fait, tu parles d'un truc qui est grand comme ça. Donc, est-ce que tu réalises qu'il va nous falloir 3 mois de prod de plus, probablement du budget en rab, etc., etc. Donc moi, je suis monsieur non par défaut. Mais j'ai appris à limiter mes noms et à pas me battre contre tout, aussi pour que ma parole ait plus de poids, en fait. Du coup, c'est-à-dire que quand j'interviens, je n'interviens que sur des choses qui me semblent critiques. Par exemple, je vais dire, là, ce que vous proposez là, je pense que vous n'avez pas bien réalisé l'étendue de ce qui se cache derrière. Ou alors je vais poser des questions. Je vais être dans une démarche plutôt de poser des questions. Qu'est-ce que vous imagineriez pour tel truc qui n'est pas très clair ? Comment vous avez pensé à la localisation ? Donc la localisation, c'est la traduction. Comment vous avez pensé la localisation pour telle idée que vous avez ? Comment ça se comporterait tel truc quand on sera en multijoueur ? Voilà, donc choisir ses batailles, accepter aussi de rentrer dans une démarche de dialogue et de parfois avoir tort. En fait, ça va mieux quand on est dans une démarche où parfois on a tort et parfois on change d'avis, parce que ça instaure un précédent, en fait. C'est-à-dire que s'il y a des précédents où François a renoncé à son veto, ça veut dire que on peut continuer à proposer des trucs
Et on peut continuer à être créatif, etc. Une autre différence entre le AAA et l'industrie indépendante est le nombre de personnes travaillant sur un projet. Au lieu d'avoir un géant en mouvement, on a une équipe qui doit être agile et efficace. Mais alors, quels sont les défis particuliers liés à une équipe plus réduite dans les processus de création? Ça doit être différent de développer une idée à 20, 30 personnes ou à 7, non? Donc les défis d'avoir une équipe réduite pour concevoir un jeu vidéo, c'est que généralement, dans une équipe réduite, on n'a pas de remplaçant. C'est-à-dire que chacun va avoir un périmètre de tâches, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, généralement de plusieurs tâches, voire même sur plusieurs métiers. Et donc s'il y a un maillon de cette chaîne-là qui tombe, il y a un gros trou dans la raquette. Donc ça, c'est un des défis majeurs du fait d'être peu nombreux dans une équipe. C'est que dès qu'il y a un blocage, donc c'est-à-dire, ça peut être des choses toutes bêtes, hein, la personne part en vacances, il y a un trou dans la raquette. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Comment on s'organise? Est-ce que ça bloque le flux de travail? La personne est en surcharge, c'est-à-dire que tout le monde est à, tout le monde est à 80% de charge, et il y a une personne qui est à 120, et le flux, il doit passer par toutes les étapes de la chaîne, tout le monde doit passer sur le truc, et c'est la personne qui est à 120, c'est elle qui va être le fusible du système. Donc si elle est en surcharge, tout le reste se retrouve au ralenti, et surtout, c'est-à-dire qu'elle prend sur ses épaules la charge supplémentaire. Donc on crée facilement des zones de pression. On parlait justement de conditions de travail. Avec une petite équipe, on crée plus facilement des zones de pression sur les épaules des gens. Et comment on sait qu'on va dans le bon sens quand on est dans le développement de jeux indépendants comme ça? Déjà, pour répondre à cette question, il faut définir ce que c'est que le bon sens. C'est-à-dire, il faut que l'entreprise ait un objectif qui soit clair. Est-ce que notre objectif, c'est de vendre plein de copies? Est-ce que notre objectif, c'est d'être rentable? Est-ce que notre objectif, c'est de faire un bon jeu? Et dans ce cas-là, c'est quoi un bon jeu? C'est quoi la définition d'un bon jeu? C'est un jeu qui plaît aux joueurs? C'est un jeu qui a atteint ses objectifs créatifs? C'est un jeu qui s'est vendu à plus de 1 million de copies? C'est un jeu qui s'est fait encenser par la presse? C'est un jeu qui s'est fait encenser par les reviews Steam? Donc, avant de répondre à cette question, qui est essentielle, il faut vérifier qu'on va dans le bon sens. Mais pour vérifier qu'on va dans le bon sens, il faut d'abord avoir défini quel est notre objectif. Et ça, on s'est rendu compte que c'est pas trivial. Et on s'est rendu compte qu'en fait, au sein du studio, on a des avis différents. Par exemple, dans l'équipe, il y en a plein qui disent moi, en fait, que le jeu se vende ou se vende pas, ça m'affecte pas plus que ça. En fait, c'est cool s'il se vend, mais tant qu'on a fait un jeu dont on est heureux et dont on est fier et qui se prend des bonnes critiques par des personnes qui ont du sens pour nous, en fait c'est bon, moi j'ai atteint mon objectif. Il y en a pour qui l'objectif c'est que la boîte ne ferme pas. Il y en a pour qui l'objectif c'est d'être au Pégase. Donc les Pégases, c'est les Césars du jeu vidéo. Il y en a pour qui l'objectif c'est d'être vendu à plus de 1 million d'exemplaires. Pour savoir si on va dans la bonne direction, il faut savoir quel est son objectif. Et une fois qu'on a un objectif, en fait, toutes les métriques, elles en découlent de façon un peu logique. C'est-à-dire que si ton objectif, c'est d'avoir plein de ventes, du coup, tu vas équiper en métriques sur le user feedback, tu vas playtester à mort, tu vas mettre dès que possible ton jeu entre les mains des joueurs, si possible des nouveaux, pour éviter l'effet d'acclimatation. Et tu leur demandes à la fin combien tu seras prêt à payer pour ce jeu. Et si ça correspond avec le prix de vente que tu as fixé, c'est que tu es on track, tu es dans la bonne direction. Et s'ils te disent « Ah non, mais ce jeu-là, pas plus de 2 euros, quoi. » Et qu'en fait, tu avais prévu de le pricer à 20 euros, là, il va falloir faire quelque chose, quoi. Ok, avec tout ça, on y voit un peu plus clair sur la façon dont François gère la conception des jeux Wild Wheat. Pour autant, il y a un truc qui m'a marqué pendant notre entretien. François évoque souvent son expérience en soulignant qu'il existe d'autres façons de faire. Alors, naturellement, je me pose cette question. Est-ce que tu dirais qu'il y a autant de façons de faire un jeu indépendant qu'il y a de jeux indépendants? C'est une excellente question parce qu'il y a autant d'équipes et de formes d'équipes différentes que de jeux et de studios. Ça, c'est clair. En revanche, est-ce qu'il y a autant de méthodes que d'équipes? Je dirais peut-être pas jusque-là. Il y a quand même, on va dire, un sillon fondamental. Après, je suis pas très fort en histoire des jeux vidéo, mais je connais pas énormément de succès ou même de jeux tout court qui aient fait les choses un peu n'importe comment, pour le dire de façon un peu provocante. C'est-à-dire qui n'ait pas fait l'effort de passer par concevoir, mettre les règles du jeu dans un document et dire voilà ce qu'on va faire. En fait, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que derrière se cache une autre réalité, c'est que les bonnes idées, ça existe
c'est compliqué les bonnes idées en fait. Notre cerveau il a souvent tendance à nous faire croire qu'on a des bonnes idées, mais la plupart des idées qu'on a sont souvent un peu, pas mauvaises, mais on va dire de surface en fait. Et notre cerveau va un peu nous faire croire que c'est des bonnes idées. Et donc il faut énormément de discipline et d'itération pour que les idées se transforment en bonnes idées. Par exemple, je ne connais pas de jeu qui n'est pas itéré en fait, c'est-à-dire qui ait eu une espèce d'intuition fondamentale, de génie. Je ne connais pas de Michel-Ange du jeu vidéo. Je n'ai pas d'exemple. Peut-être qu'il y en a. Encore une fois, je le dis, ma connaissance de l'histoire, de l'historique, du catalogue, etc. est vraiment très très partielle. Donc, ça répond d'une certaine façon à la question parce que il faut itérer, il faut écouter, il faut pivoter, il faut s'adapter. Il n'y a pas d'idées géniales qui sortent. Il faut affiner, progresser. Nous, ce qu'on utilise souvent, c'est la règle des 3 étapes. Il faut repasser 3 fois sur quelque chose pour qu'il soit bien à la fin. Un immense merci à François Delataste, cofondateur et directeur technique du studio Wildwits Game, d'être venu nous parler de son expérience dans le jeu vidéo indépendant. Si vous êtes curieux de découvrir leur jeu, on vous invite à vous rendre sur le site wildwits.games ou à chercher Aetheris sur Steam. Également, si les sujets autour du jeu vidéo vous intéressent, on vous rappelle qu'on a fait une émission avec la chercheuse Séverine Erel sur le sujet de la place des écrans, ainsi qu'une visite sonore du festival Stunfest. Tout ça, c'est disponible comme nos autres épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Si ça vous a plu, laissez-nous des étoiles, un commentaire, et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode d'Azerty. Salut! J'aime bien venir ici, parce que le Wi-Fi va super vite. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça qui offrent une connexion fibre avec une vitesse gigabit.